je pense que si on ne fait pas la liaison avec toute l'histoire d'un pays très jeune, parce que l'Italie c'est un pays très jeune, on aurait du mal à comprendre la situation en descente que l'Italie vive en ce moment. Alors, l'Italie a commencé à exister comme nation formelle au XIXe siècle, c'est-à-dire en 1860, l'Italie réunit les parties séparées de cultures très différentes, et donc on peut dire que c'est un pays qui a 150 ans, d'ailleurs il a été fêté, ces 150 années récemment, et il a eu 4 périodes de demi-siècle et de vingtaine. On arrive donc aux années 2000, au nouvel ordre mondial qui touche l'Italie aussi, et c'est là qu'apparaît une sensation profonde dans le pays, que plus rien ne marche, que l'histoire des Manipulite, en réalité, a été escamotée, elle est restée d'un point de vue symbolique comme un fait réel, mais le pays a continué à fonctionner exactement de la même façon, même pire. Un exemple concret, les Italiens ont voté un référendum, et là, on arrive tout près de Beppe Grillo, parce qu'il est concerné pour cette proposition et pour cette chose, pour arrêter le financement des partis. Ce référendum a gagné de façon évidente, sans aucune discussion possible, donc aurait dû passer à l'acte. En Italie, les seuls référendums qui existent sont des référendums abrogatifs, c'est-à-dire pour abolir une loi. Ça n'existe pas la possibilité de formuler des lois par référendum. Par contre, on peut décider l'abrogation d'une loi. Et la loi qui décidait du financement des partis politiques a été donc officiellement abrogée. En réalité, les partis politiques, ils ont simplement abrogé le financement du parti et l'ont transformé en remboursement. En réalité, les chiffres pris, ils ont augmenté des centaines de fois, mais formellement, il y a du remboursement des frais, mais il n'y a pas de financement des partis. Donc voilà, ça c'est une des escamotages, et tout fonctionne et a fonctionné comme ça, de façon de plus en plus visible. Il y a eu un autre référendum sur le nucléaire. Celui-là, il a marché parce que le nucléaire a été effectivement stoppé en Italie à la naissance, en 1987, mais on a été obligé après, récemment, d'en faire un deuxième parce que ça revenait. Et à partir de 2005, donc dans ces contextes d'une Italie en décomposition, où plus personne ne croit à personne, où vraiment on a la sensation que la politique, ce n'est qu'un business de bandes, est apparu un blog de Beppe Grillo. Et au début, c'était simplement dans le réseau, sur Internet. Beppe Grillo, c'était une comique, on pourrait dire, pour avoir une idée, mais avec des distinctions qu'il faudrait peut-être faire, une Coluche à l'italienne, d'ailleurs Coluche est d'origine italienne. Et Grillo était une comique très connue en Italie dans les années 80, parce que justement, il faisait du comique sur le politique, donc de la satire politique, et il a été expulsé de toutes les télés italiennes à la fin des années 80, quand il a dénoncé justement, avant Manipulite, le scandale de la corruption, en particulier du Parti socialiste, avec Craxi au pouvoir, ça a été le premier ministre italien pendant un certain nombre d'années. Et donc il est disparu comme comique. Il est réapparu, même si parallèlement il a fait quelques livres, c'est quelqu'un qui de toute façon il n'a aucun problème économique, il a gagné beaucoup d'argent, il est génois comme moi, on est même né à 200 mètres l'un de l'autre, mais je ne pense pas d'avoir jamais joué avec lui au jardin public qui était entre ma maison et la sienne quand on avait 5 ans, donc je ne l'ai pas connu personnellement. Il a une comicité typiquement génoise, très, très dure, très agressive, très, très forte.
personnellement j'apprécie, d'autres moins. Je ne suis pas un militant, je ne suis pas un suiveur de Beppe Grillo. Personnellement, je pense, comme il cherchera de vous dire, que c'est un phénomène important et intéressant. Au moins comme Santone. Mais après, il y a des contradictions, elles aussi, pour moi, assez évidentes. Donc, c'est l'ensemble qu'il faut analyser. Et après, et ça, je reprends une chose qu'il dit et que je partage, il ne faut pas aller chercher chez Beppe Grillo celui qui va résoudre les problèmes. Il faut que chacun s'assume sa partie de participation. Et ce qu'il lui a proposé aux autres à partir de 2005, c'est de devenir le sujet d'intervention dans la situation sociale qui est en train de se décomposer. Et il a commencé, je crois, en autodidacte. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui avait une grande culture, par exemple, du mouvement révolutionnaire. Je ne pense pas qu'il aille participer, je ne l'ai jamais rencontré dans les années 60 et 70, quand l'Italie était extrêmement marquée par une certaine radicalité. Il était au contraire dans la télévision, donc du côté du spectacle, et pas du côté de ceux qui le critiquaient. S'est confronté tout de suite avec une situation italienne devenue clairement en descente. Avec la chute du mur, le Parti communiste italien, comme tous les partis communistes, s'est effondré. Et il y a eu une diaspora plus ou moins opportuniste, donc plus ou moins idéologique, les deux choses souvent vont ensemble. Et il y a eu une succession de noms de nouveaux partis de gauche qui se sont formés. La démocratie chrétienne, parti donc de centre-droite, catholique, elle est formellement disparue et elle a commencé son travail souterrain qui portera à aujourd'hui. La gauche, par contre, est pratiquement disparue sous forme de parti communiste. Il a commencé donc une évolution à travers le représentant qui a fait le passage du Parti communiste au PDS, et que c'était Occhetto. Et donc on a eu, après le Parti communiste, le PDS, le parti de gauche, S parce qu'en Italie, gauche c'est sinistra, donc le PDS è Partito Democratico di Sinistra. Après, vu que le mot gauche il est devenu un peu, comment dire, pas trop potable, a été éliminé et on est arrivé, après un passage démocrate de gauche, on a aboli clairement la gauche aussi et on est arrivé au parti actuel, qui est au gouvernement en Italie en ce moment d'ailleurs, avec la droite berlusconienne. C'est un passage ultérieur, une tour de passe-passe ultérieure que je vous décrirai après. Et c'est devenu donc le PD. L'autre aspect typique de la politique italienne et de sa décomposition, c'est que, vu que les idéologies politiques étaient devenues douteuses, on est passé à la botanique. Et on a pratiquement saccagé tous les traités de botanique, parce qu'on a eu l'olivier, la quercia, donc tous les partis de gauche, ils sont passés par des dénominations floréales ou arboricoles. La marguerite, c'était ce plus proche des démocrates chrétiens, mais de gauche. Parce que le PD, le Parti démocrate, que Grillo appelle PD-L, parce que l'autre parti, la droite officielle des dernières 20 années, du 20 années del ventennio berlusconienne, c'est le parti de Berlusconi qui s'appelle Partito della Libertà, donc PDL. Et pour Grillo, il pense, sûrement pas à tort, que la différence est vraiment qu'il y a une L de moins, mais ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble, au point qu'aujourd'hui on peut voir de façon explicite un gouvernement du Parti démocrate avec le parti de Berlusconi. Ils sont au gouvernement ensemble. Le Premier ministre, c'est Letta, Enrico Letta, qui est un homme de 46 ans, une démocrate chrétienne en réalité, mais de gauche, parce que les démocrates chrétiens sont réapparus avec une masque, c'est-à-dire il n'y a plus de démocrates chrétiennes formellement, mais si on gratte derrière la droite et la gauche, on trouve les démocrates chrétiennes partout. Et Enrico Letta, c'est donc la gauche au pouvoir, Premier ministre, mais son oncle, c'est vraiment le cardinal Mazarin de Berlusconi, qui a été primé par le Vatican. Il s'appelle Gianni Letta, c'est un gros mafieux, un homme important et inquiétant de la droite berlusconienne.
Il y a d'autres, il y a des vrais mafiosi de l'outre, homme bras droit de Berlusconi, qui a fondé le parti de Berlusconi avec Berlusconi. Il a été condamné de façon officielle et définitive pour relation avec la mafia, allié avec la gauche qu'on pourrait définir pas exactement pareil, mais mélanchoniste italienne, celle qui mélange le discours de gauche avec le discours de l'écologie, dont la figure plus visible c'est Vendola, donc il vient de l'ancien nucléus de Rifondazione communiste, et c'était une des composantes, disons, des communistes qui ont résisté autour du nucléus de l'idéologie communiste classique. En 2005, donc, Beppe Grillo, après avoir fait le blog, il se retrouve avec une quarantaine de meet-up, des groupes de jeunes qui s'intéressent à cette proposition de remettre en discussion, de reprendre en main la politique, et de façon assez générale. On parle de démocratie directe, mais plus presque pour indiquer une approche différente d'un parlementarisme moribond de façon visible, que pour un vrai projet. Et d'ailleurs, cette ambiguïté restera, même si progressivement, et c'est pour moi la partie plus intéressante de Beppe Grillo, cette hypothèse de démocratie réelle, ou démocratie directe, qui semble devenir un vrai projet de plus en plus concret. Et après, par contre, cette ambivalence avec le parlementarisme. À l'époque, il se forment donc ces meet-up, et il y a deux V-Day. V, c'est le début d'une phrase assez vulgaire, mais enfin, italienne, ça veut dire va te faire foutre. Vaffanculo Day, c'est-à-dire Grillo, il fait une première V-Day et on en fera une deuxième après. Et Beppe Grillo, avec le premier V-Day en 2007, il fait donc une première apparition dans la société italienne. Il en fera une autre en 2008. Mais à ce point-là, il n'existe pas encore un mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles apparaît même après que des meet-up commencent à participer à des élections locales. Et avec un succès qui fait partie, selon moi, de la force, mais aussi de l'ambiguïté et peut-être de la faiblesse du mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire, on arrive dans différentes élections, après des premiers signes confortants sur la réponse des gens à cette proposition, même à l'élection des maires du mouvement 5 étoiles, a commencé, ou peut-être pour arriver même au plus important, c'est le maire de Parme. Parme, c'est une ville assez importante en Italie, une ville riche, une ville en plus de la ceinture, de l'ancienne ceinture rouge italienne, c'est-à-dire c'était l'Emilia-Romagna, la Toscana, c'est les régions qui ont été toujours de gauche en Italie, avec une forte dominance du Parti communiste. Mais en 2009, le mouvement se forme, et il se forme sur 5 étoiles. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'hypothèse qui a toujours accompagné ce processus de démocratie directe devient concrète. Et les 5 étoiles de Grillo sont donc l'eau publique, la mobilité et la durabilité des possibilités de la circulation, donc, et de la circulation des informations aussi, le développement, donc le développement de la production, avec toute une mise en discussion du productivisme, donc approche et sensibilité aux thèses de la décroissance, connectivité en relation à Internet, donc à l'importance de la communication virtuelle, qui prendra progressivement dans les mouvements 5 étoiles, mais c'est un jugement à moi discutable, un parti un peu disproportionné avec la communauté réelle, mais de toute façon importante. Pour eux, c'est une des 5 étoiles. Et l'environnement, donc l'élément aussi, l'attention, la sensibilité à la question écologique, de façon très concrète. Et ces 5 éléments, ils s'unissent dans une projetualité pas vraiment précise, mais assez confortante, assez concrète. Il y a eu des études, il y a eu des participations, il y a eu des mises en discussion. Donc c'est un mouvement qui s'est formé
sur cette base-là. Et j'y tiens à préciser ces choses pour contrer ce qui a été l'exorcisme, surtout italien, mais aussi français, qui est récemment, il réduit ces mouvements, avec ses contradictions discutables, certes, mais qui a des choses très concrètes qui sont des hypothèses et des travails sociaux indiscutables, discutables dans les sens où vous ne pouvez pas être d'accord, mais indiscutables, que ce soit des vraies propositions et pas du blabla ou de la rhétorique. Et donc c'est complètement démagogique et faux le discours utilisé de droite et gauche en Italie contre le mouvement 5 étoiles, qui a été une étoile montante dans les dernières années et surtout dans les derniers mois, et même par les journaux, par exemple, français. Moi, dernièrement, j'ai lu et sur Le Monde et sur Libération, et encore ce matin sur Libération, dans un moment, je vous raconterai après, depuis 2 jours, Beppe Grillo et le mouvement ont pris un coup assez fort, parce qu'il y a eu des élections qui l'ont redimensionné de façon assez importante. Mais le traité des populistes, et c'est le seul mot que j'ai entendu, c'est pour moi une véritable fausse historique, et qui n'est pas un hasard. C'est que le système de corruption généralisée qu'est le parlementarisme, il a simplement besoin, au-delà de ces différences qui sont devenues fictives, relativement fictives, parce que la différence existe, mais n'est plus structurelle, entre droite et gauche, qui sont 2 parties du même modus vivendi du capitalisme planétaire. Le du mouvement 5 étoiles, c'est justement d'avoir été une chose très concrète qui s'est posée en Italie comme une remise en discussion d'un cycle politique global. Donc, vraiment, c'est la mise en discussion du productivisme. La problématique de fond, c'est la problématique que, selon moi, la société est obligée de se poser. Le problème de la décroissance, le problème de l'écologie concrète, le nucléaire, qui est revenu, comme je le disais, et les 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles de Grillo, a lutté du bon côté, enfin, pour ce qui, pour moi, est le bon côté, c'est-à-dire de ceux qui résistent à cette pastorisation de l'aliénation capitaliste et de son utilisation désormais de la planète comme un pur lieu de circulation de la marchandise et de la valorisation de l'argent. Donc, Beppe Grillo et son mouvement sont entrés en résonance avec ces sensibilités-là, mais le réduire à un mouvement populiste, c'est un vrai exorcisme. Donc les 5 étoiles qui caractérisaient le logo et le projet initial du mouvement se sont traduits dans les programmes pour le proposer aux électeurs comme instruction, santé, information, transport, relations entre l'État et les citoyens, donc toute la question de la Constitution, énergie et économie. L'instruction, c'est, je dirais, que la proposition de Grillo, avec beaucoup d'importance à la connectivité sur l'élément virtuel de la circulation des connaissances, c'est un projet qui rentre dans ce qui est une vision qu'on pourrait définir de gauche, génériquement. Pour la santé, il y a le gros problème là aussi du fait que la santé, à droite comme à gauche, c'est un énorme business. Et donc, Grillo, qui a fait une grande bataille contre la corruption, il voudrait remettre à plat toute la question de la santé italienne, parce qu'il y a effectivement un noyautage de tous les hôpitaux et des soins en Italie, qui sont faits en particulier par la droite, mais pas seulement. Aussi, la Lombardie, par exemple, c'est dans les mains de Communion et Libération, que c'est un groupe d'origine intégriste catholique, donc évidemment très proche et très lié au Vatican. Donc une des représentants phares, c'est Formigoni, qui maintenant est sous procès par une série de malversations et d'illégalités, donc dignes d'un vrai mafioso. Et donc, sur la santé, il y a un positionnement, par contre, très critique sur tout ce qui est ce noyautage qui existe dans tout le pays. Sur l'information, Beppe Grillo, une des 2 idées dont je vous parlais, c'était justement pour dénoncer le fait qu'en Italie, tous les journaux privés vivent en réalité d'un financement d'État. C'est-à-dire, n'importe qui fait un journal privé a droit à des financements d'État d'extrême importance.
Et la majorité des journaux italiens existent pour avoir cette financement. Il y a énormément de journaux en Italie, dont je ne connais même pas les noms, mais des centaines, qui existent parce que leur existence fait que de l'argent arrive et c'est financé. Mais ce n'est pas vrai seulement pour des journaux nés pour ça. Les grands journaux italiens sont financés et vivent grâce à ça. Il y a un seul journal récent en Italie, qui existe depuis 2 ans, qui fait partie de cette mouvance, d'ailleurs, il n'est pas, comment dire, on ne peut pas le mettre ensemble au mouvement 5 étoiles, comme d'ailleurs ils font immédiatement tous les autres, parce que ça les arrange, mais sont des phénomènes autonomes qui ont des points communs et certaines sensibilités communes, ça c'est sûr. C'est le Fatto Quotidiano, c'est un journal autogéré, fait par des journalistes où il y a tout dedans, il y a des journalistes même qui ont sûrement une histoire de droite, dont une des plus représentatives, c'est Travaglio, que c'est une journaliste qui a travaillé avec des journaux de droite, qu'il était avec Indro Montanelli, que c'est le journaliste phare de l'Italie. Il est mort de toute façon. D'ailleurs, il a fini sa carrière comme directeur du journal de Berlusconi. Et après, les dernières années, par contre, c'était une des dénonciateurs publics plus écoutés aussi pour sa renommée de l'anti-Berlusconi. C'était une féroce critique de la figure de Berlusconi. C'est lui d'ailleurs qui avait utilisé cette dicton napolitain pour le définir, en disant que Berlusconi, c'est quelqu'un qui agne et faute. Et ça veut dire, il pleure, il baise. C'est-à-dire, en réalité, il pleure pour mieux baiser le peuple, et réciproquement. C'est un dicton napolitain qui, effectivement, correspond assez bien, vu aussi ces phrases, à ce qu'est la fantasmagorie de Berlusconi en Italie. État et citoyen, c'est une remise en discussion, et c'est ça, personnellement, j'ai trouvé l'élément ouvertement plus intéressant, mais tout à développer, parce que c'est le discours de la démocratie directe. Grillo et ses partenaires, ses amis, ses collègues, ses camarades, ils ont commencé à tenir un discours de plus en plus clairement des dépassements du parlementarisme. Et personnellement, je trouve que c'est le vrai thème historique de notre époque. Pour l'énergie, il tient un discours extrêmement moderne sur les renouvelables, donc critique du nucléaire, critique du charbon, critique des incinérateurs pour la destruction des poubelles, parce qu'en Italie en particulier, le problème des poubelles, c'est un problème énorme, qui a apparu à Naples en particulier. J'y étais récemment pour présenter mon livre, et les copains qui m'ont invité m'ont fait visiter encore aujourd'hui, donc c'est pour tout terminer. Autour de Naples, vous voyagez au milieu de la poubelle, partout. Et la nuit, on respire de la dioxine des poubelles qui sont brûlées pour l'éliminer un peu, parce que sinon il n'y a plus la place pour circuler, pour passer. Et c'est pas fini du tout. On n'en parle pas en ce moment, mais j'étais là ça fait mois et ça n'a pas changé vraiment. En plus, maintenant, il est sorti en Sicile aussi. Je trouve que Betteghill, loin d'être un populiste, il pose de vraies questions. Après, peut-être qu'il n'y a pas de vraies solutions, mais sûrement, il pose des vraies questions que tous les autres qui le traitent de populistes, ils se gardent bien de le faire, parce qu'ils sont tous, plus que moi, de façon différente, marqués avec les mafias qui font, par exemple, la poubelle, c'est un énorme business. Si on est arrivé à ce point-là à Naples, c'est parce que la Camorra napolitaine vend des emplacements pour des poubelles toxiques qui viennent de partout. Il y a les régions du Nord données donc à un prix très bas, beaucoup inférieur à ce qui coûterait une élimination cohérente et correcte de ces poubelles. Donc les résidus, même donc avec du nucléaire hospitalier, donc les radioactifs, ils sont finis dans des terrains napolitains partout. Donc, d'ailleurs, il y a eu des problèmes, par exemple, pour la production de la mozzarella napolitaine qui est fait avec le lait de bufflone qui existe seulement dans une petite zone d'Italie autour de Naples. Il y a eu des mozzarella qui devenaient bleus et il y a eu vraiment il y a des risques de santé, il y a énormément de problèmes liés à l'énergie. Un dernier élément, c'est celui du MUOS en Sicile, qui est sorti maintenant, et sur ça aussi, le mouvement 5 étoiles, il a pris position contre ces antennes que les Américains sont en train de mettre. Et il y a 46 antennes avec chaque famille autour ça fait des années qu'elles existent. Il y a au moins un malade de leucémie dans chaque famille, donc c'est une évidence qui naturellement est discutée et mise à distance par tous ceux qui sont dans le business.
Mais en réalité, il y a une résistance de la population et le mouvement 5 étoiles, il est avec une petite partie de la gauche du CEL, avec ceux qui luttent pour ça. Une autre énorme, importante lutte qui correspond un peu à Notre-Dame-des-Landes en France, c'est la lutte de la Val di Susa, c'est une vallée de la frontière italo-française, où il y a un énorme business mafieux là aussi, là très soutenu, fortement soutenu, bien sûr, du parti de Berlusconi, mais surtout de la gauche qui a le pouvoir au Piémont, et que c'est le tunnel de la Val di Susa pour faire passer de la marchandise. Grillo, il tient un discours où il met en discussion l'Europe, jusqu'à là. Je pense que la France en 2005 a montré qu'on peut être contre l'Europe sans être anti-européen. Après, il pose des questions, il propose un référendum sur l'euro et d'autres choses. Et là, il y a plein de discussions, même à l'intérieur du mouvement. De dire une des choses très importantes, que c'est le revenu inconditionnel. Qu'en Italie, c'est une chose énorme, surtout quand on pense qu'en Italie, il n'y a aucun revenu pour personne. Ça n'existe pas d'RSA, ça n'existe rien de tout ça. Donc, ça serait un véritable changement concret et réel. Donc, effectivement, c'est très, très important. Et c'est un des éléments que je fais l'autorité totalement oubliée pour indiquer le discours du passage à une autre conception, parce que je ne pense pas une seconde que les sociétés parlementaristes, donc les sociétés fondées sur une démocratie spectaculaire, qui a une apparence qui depuis 2 siècles gère l'exploitation de l'homme par l'homme, puissent vraiment réaliser une telle comment dire, socialisation de façon réelle, que ce ne soit pas après bidonné par des retours en arrière, des changements. Donc ça c'est un élément, selon moi, fondamental. Alors, sur le temps de travail, il a clairement affirmé, de façon un peu comme ça, littéraire, hein, je ne pense pas qu'il ait fait une étude ou présenté un projet concret, mais il envisage dans sa projetualité, souvent, l'hypothèse de réduction du temps de travail digne des thèses de Paul Lafargue. Donc, c'est pas fait pour me déplaire, personnellement. Après, comment mettre en œuvre ça c'est lié à à ce changement de paradigme. Il faut déjà le pouvoir de le décider et aussi un projet pour le rendre possible. Donc, mais il est ouvert dans cette direction-là. C'est un thème, effectivement, personnellement inquiétant, parce que je ne pense pas qu'il soit ni fasciste ni raciste, mais il fait des sorties inquiétantes. Celles sous Casa Pound, qui sont quand même des néo-nazis, pour le dire. Personnellement, je suis contraire à toute loi pour empêcher quiconque de parler, y compris les fascistes. Je pense que même les négationnistes doivent pouvoir parler. Après, c'est question de lui empêcher tout passage à l'acte. Mais personnellement, je ne suis pas pour la législation des idées. Si on est pour la libre expression, je pense que même les conneries monumentales et monstrueuses doivent pouvoir se dire. Par contre, on ne doit pas pouvoir passer à l'acte. Mon copain à moi, il a écrit un petit livre en français, qui a été traduit en italien aussi, que je trouve exemplaire sous ce thème, intitulé « Rien n'est sacré, tout peut se dire ». Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est acceptable. Il y a des choses qui sont inacceptables et on se combat contre. C'est faire une grande concession au fascisme, lui empêcher de parler, comment dire que s'il parle, il a déjà gagné. Moi, je pense qu'on peut empêcher le fascisme de se traduire en action sans besoin d'interdire quelqu'un qui a des idées fascistes. Grillo, il a pris des positions. Il a écrit récemment un blog, il y a eu un mec fou. Cela dit, ce mec qui a tué 3 personnes à coups de pioche dans la rue, des gens connus, c'est un délire total. Il a fait un blog, dans le blog Grillo, il tire la conclusion. Il n'a pas tort de dire que les politiques d'immigration italienne et des différents gouvernements sont mal faits, etc. Mais parler de ce mec en le liant au clandestin en général, c'est une appel à la criminalité du clandestin. Bon, et donc il y a une connotation pour moi raciste, parce que être clandestin, ça ne veut pas dire être des tueurs en série. J'ai la faiblesse ou la naïveté de croire qu'il tombe dans un piège, mais je ne le connais pas personnellement. Peut-être que en fréquentant, je trouverais qu'il est vraiment raciste, dans ce cas, ma critique, ça serait beaucoup plus dur d'exprimer. Donc sur l'immigration, il tient un discours qui n'est pas très net. Donc pour ce qui concerne la Constitution, Grillo, déjà le fait d'avoir proposé Rodotà c'est un constitutionnaliste italien très, très reconnu, et
Et il se pose sûrement la question des changements à faire à la retraite. En Italie, il y a un peu, parce que les Italiens sont assez conservateurs, que les Italiens aiment courir en secours des gagnants. Courir en secours de ceux qui gagnent. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a un peu une ambiguïté de fond, un opportunisme que... Ouais, si je ne serais pas italien, ça pourrait sembler un peu raciste, mon discours, dans cette occasion. Donc voilà, je pense que la question de la Constitution et des changements, ça se pose, mais la pose tous, pour des raisons différentes. Berlusconi veut changer la Constitution aussi. L'Italie se retrouve avec 3 pôles pratiquement équivalents. Et donc une difficulté de gouvernement énorme. Sauf que pour une loi faite par les gens de la Ligue, une loi électorale qui lui-même a appelé une cochonnerie. Après, pour nobilité, ils l'ont mis en latin porcello. Ça veut dire une cochonnerie. Et celui qui l'a fait, il l'a appelé comme ça. Et cette loi, c'est la loi qui règle les élections italiennes depuis déjà trois élections nationales importantes. Imaginez 3 élections présidentielles françaises, fait avec une loi appelée cochonnerie. Parce que c'est fait exprès pour fausser les données. Et le résultat, c'est effectivement que dans le cas spécifique, après avoir favorisé Berlusconi et d'autres dans les élections précédentes, et sans pour autant créer des conditions de gouvernabilité très, très fortes, parce qu'il y a toujours eu, surtout quand les 2 fois que la gauche était au pouvoir, a eu du mal à tenir, et d'ailleurs il s'est effondré, justement, elle a dû abandonner. Et là, le Parti démocrate, qui était convaincu d'avoir gagné d'avance, il était déjà convaincu d'avoir la majorité absolue, il a effectivement une énorme majorité à la Chambre, parce que grâce à cette loi, il a pris une prime de majorité pour les 200 000 personnes de plus qu'il a sur le deuxième parti, il a 200 élus de plus. Donc il se retrouve avec 350 à peu près, exactement, élus à la Chambre. Donc à la Chambre, il n'y a pas de problème. La gauche, elle pourrait même gouverner toute seule. Le Sénat, il y a un nombre inférieur d'élus à la Chambre. Et là, il ne fonctionne pas cet élément de prime à l'élection. Donc, il serait au contraire, là aussi pour la complexité de cette cochonnerie, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que grâce à des questions régionales, que je ne vous explique pas et qui sont assez compliquées, les partis de Berlusconi, lui, il a été primé pour avoir dans certaines régions une avance. Il se retrouve à avoir pris plus, lui, un peu plus, pas autant que les autres à la Chambre, et donc il se retrouve pratiquement à égalité avec le Parti démocrate qui quand même avait pris en totalité un peu plus de votes au Sénat aussi. Donc la gauche italienne officielle est pas dans la possibilité de gouverner toute seule. Il y a eu donc parallèlement à ça l'élection du président de la République qui était venu à échéance au même moment, et là c'est joué un psychodrame énorme. Il y a eu donc une hypothèse où un gouvernement d'alliance entre le Parti démocrate avec le mouvement 5 étoiles, ou les larges ententes. Non, ça veut dire la gauche et Berlusconi ensemble, un peu comme la Camorra et le Vatican. Voilà, donc ces 2 hypothèses ont été sous la table dans ce psychodrame parce que le président de la République, pour être lui, avait besoin donc des votes ou de la droite et de la gauche unie, ou de la gauche et du mouvement 5 étoiles qui se définit de droite et de gauche. Napolitano, qui est pour la première fois dans l'histoire d'Italie, il a été réélu président de la République. Ça n'existe pas en Italie qu'un président soit réélu une 2e fois. Parce que ce n'est pas prévu, ce n'est pas vraiment interdit, donc on ne peut pas parler mais le fait que ça n'existe pas, c'est lié au fait qu'en étant 7 ans de présidence, 14 ans, ça fait vraiment beaucoup. Et bien dans cette élection, donc Napolitano élu, a pratiquement dirigé ce nouveau gouvernement parce que la proposition qui a été faite par le mouvement 5 étoiles, tardivement, parce qu'au début, ils ont pris une position pure, liée à cette hypothèse de démocratie directe, de ne pas vouloir se mêler avec les autres, chose que je comprends bien. Donner la confiance, c'est la formule qu'on dit, à un parti de gauche. Ça serait naïf, la donner en y croyant. Mais personnellement, j'avais soutenu que c'était nécessaire dans ce cas-là, le faire parce que empêcher ce qui est arrivé après, le gouvernement droite et gauche unis, ça voulait dire bloquer le tunnel en Val di Susa, pouvoir bloquer tout un certain de choses qui allaient dans le sens du programme du mouvement 5 étoiles, le financement au parti, le financement aux journaux privés, l'élimination du Parlement des élus condamnés, etc., etc.
en faisant pas ça, au nom du purisme, ils se sont retrouvés dans une position de vide. Si ça se traduirait dans le dépassement du parlementarisme, je serais le premier à être content. Mais en réalité, ils ont laissé au PD de faire, en essayant de donner la responsabilité au mouvement 5 étoiles, ce qui était du début le projet du Parti démocrate. Ce n'est pas du tout de s'allier avec Grillo, qui veut arrêter le financement des partis, et eux, ils sont absolument contraires. Il dit même que s'il n'y avait pas le financement, il ne pourrait plus exister. Donc, ils ont déjà dépensé les remboursements récents qui ne sont même pas encore arrivés. Donc, il y a toute une histoire vraiment de gros sous qui est vraiment derrière tout ça. En plus, la gauche a eu, justement au moment des élections, s'est explosé un autre scandale, une des plus grandes banques italiennes, Banque dei Paschi di Siena, qui est proche au Parti démocrate. Il a eu un scandale de malversation énorme. Il est encore en cours d'ailleurs. Il est à moitié étouffé dans cette phase de transition. Et tout ça, ça a compliqué ultérieurement les choses. Donc la gauche est terrorisée à l'idée que le mouvement 5 étoiles, qui se propose un nettoyage à tous les niveaux, et du Parlement et de la politique italienne, puisse aller au pouvoir. Donc en réalité, il y a une distance énorme, dont l'explication de cette propagande forcenée, populisme, qui s'est même internationalisé. Je pense que ce n'est pas un hasard qu'un journal comme Libération, depuis des mois, il continue avec une certaine Joseph, je ne sais pas si c'est simplement un mercenaire ou si c'est un ignorant, il montre vraiment de ne rien savoir de la complexité, même relative, de la situation italienne. Et donc, on se retrouve dans cette situation où la proposition tardive du mouvement 5 étoiles d'élire Rodotà, que c'est un homme reconnu, un des fondateurs du Parti démocrate, en plus, en origine, il a pris les distances, qui a fait tout un travail sur les droits civils, et donc qui pose la question de la démocratie réelle, même si au fond, pour moi, c'est un homme du passé, ce n'est pas vraiment un homme sur lequel on pourrait compter en perspective. Mais c'est un honnête homme, et dans la situation italienne actuelle, ce n'est pas peu de choses. Et donc, ça a été proposé par le mouvement 5 étoiles, et les PD s'est refusé, ils l'ont ignoré complètement. Ils ont proposé Prodi, qui a été une des autres fondateurs du Parti démocrate, et à l'intérieur du Parti démocrate, il a été cassé, c'est-à-dire qu'il y a eu 105 mystérieux électeurs qui, dans les secrètes, parce que c'est secret le vote pour le président de la République, ils n'ont pas voté. Donc il n'est pas passé parce que le Parti démocrate, il s'est refusé de le faire passer. Ils n'ont pas voté Rodotà, et il est ressorti Napolitano, que c'est une ancienne communiste. Ceux que j'aime le moins, ça suffit de dire, en 1956, c'était une de ceux qui soutenait l'intervention des chars à Budapest, donc un vrai stalinien de l'époque. Maintenant, c'est un vieux monsieur de 87 ans qui pleure souvent. Je respecte l'âge, beaucoup moins son itinéraire politique. Et la gauche, il dit aujourd'hui, le nouveau chef qui a pris la place de celui qui, après les élections perdues, il est disparu, Bersani, le nouveau ancien syndicaliste, qui est le nouveau homme, il a dit qu'il faut battre Berlusconi politiquement et pas par la loi. Comment dire que si c'est un tueur, ben, ça ne nous intéresse pas. Je ne dis pas que c'est un tueur. Hein. L'élément parlementariste est ressorti et aujourd'hui on voit chez quelques-uns des élus une adéquation et donc comment dire, ils sont rentrés dans le goût du parlementarisme. On ne peut pas exclure que le fait qu'on gagne bien sa vie en étant des élus du peuple puisse jouer un peu là-dedans, parce que il y a des gens vraiment effectivement qui sont venus de la population de base, ça, ils l'ont vraiment fait, ils ont laissé élire à travers des votations qui sont un peu limitées, donc ne sont pas très représentatifs de la population, mais ils ont essayé, au moins ça vient de nulle part. Ils ont la place de venir comme tous les élus par la décision des partis politiques, parce qu'un autre élément de cette loi cochonnerie, c'est que pratiquement les gens qui votent, ils ne peuvent plus choisir personne. Les gens qui sont proposés directement par les chefs des partis. Donc, c'est Berlusconi pour son parti, c'était
le comité central du PD pour l'autre, qui décidait, et donc les électeurs n'ont pas de choix. Parce qu'effectivement, où on croit que le parlementarisme, c'est une forme de gouvernement où le peuple est sujet, on ne le croit pas. Personnellement, je ne le crois pas. Donc, pour moi, l'erreur naît par le fait que n'est pas donner la confiance. L'erreur ne consiste pas dans le fait de ne pas avoir confiance. C'était évident que le Parti démocrate n'avait aucune intention de partager avec le mouvement 5 étoiles un changement quelconque de la politique ou de la situation italienne. C'était une question stratégique. Et le fait de ne pas donner confiance, ça confirme ce que je crains le plus, c'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles croit que le Parlement, c'est un lieu où le peuple peut faire changer des choses, décider vraiment des choses. Moi, je pense que le Parlement, c'est le lieu où on peut effectivement poser la nécessité d'une transition dans la démocratie parlementaire à son dépassement. Je ne pense pas que la démocratie parlementaire est réformable, même pas pour le mouvement 5 étoiles. Et ce que j'ai aimé dans le mouvement 5 étoiles, c'est la sensation que cette idée était assez présente. Quand Grillo, parce que c'est celui qui parle le plus, mais j'imagine, moi je ne fréquente pas les meet-ups parce que je vais rarement, quand je vais en Italie, je rencontre des gens, j'ai des amis, j'écris beaucoup sur un blog dont la personne qui l'a fait, qui l'a inventé, elle est dedans le mouvement 5 étoiles, mais elle est critique en même temps. Elle a réagi très mal à 2-3 sorties de Grillo sous Casa Pound, par exemple, et d'autres choses qui effectivement sont assez douteuses. En même temps, sont inacceptable, mais ce n'est pas non plus des questions de fond. C'est des comportements, c'est des contradictions, caractérielles aussi. Je pense que la structure fascisante, dans une culture, va souvent au-delà des idéologies, et je pense d'ailleurs qu'il y a un fascisme noir, un fascisme rouge, et beaucoup d'autres couleurs aussi. Cela dit, je pense que l'erreur, elle a prouvé par le fait qu'il aurait pu coincer le Parti démocrate, et non pas fait. Hein? Ce n'était pas question de faire confiance au Parti démocrate, c'était de lui empêcher l'alliance avec Berlusconi, qui c'était le vrai but, et qu'ils ont fait en passant avant pour la... Parce qu'ils ont avant... On est dans une société, enfin ça c'est ma conviction, on est dans une société du spectacle, où ce qu'on représente compte beaucoup plus de ce qu'on dit et de ce que les gens croient avant de voir. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont approchés du mouvement 5 étoiles dans la confusion, comme je disais avant, parce qu'ils s'attendaient qu'il va lui résoudre le problème. Cette fois, j'ai trouvé le bon parti qui va me libérer du passé, donc, et que c'est l'action passive du politique qui est généralisée dans une société où les électeurs sont des spectateurs de leur vie avant des élections. Mais il y a aussi la situation concrète. Et il y a une partie du mouvement 5 étoiles qui a eu accès, qui s'interroge au moins sur le dépassement possible, parce que c'est un problème qui est planétaire. Quand on arrive à parler de décroissance, et Grillo parle de décroissance, ça veut dire qu'on met en discussion la société productiviste. Donc qu'on se pose au moins la question que l'ancien clivage des classes qui était lié au mouvement ouvrier, disparu historiquement, fait qu'aujourd'hui on ne sait plus où sont ces clivages. Le mouvement 5 étoiles a pour moi sûrement le mérite d'être le symptôme que ces clivages, il faut les retrouver dans l'histoire, dans la réalité, et qui nous manquent. Après, selon des choix qu'il fait, il peut aider à rendre visible ces clivages, ou, et c'est le risque, à le cacher encore, à créer ce que tu appelles histoire et que moi j'appelle illusion. C'est-à-dire qu'on puisse organiser de façon représentative la vie de la cité. Moi je pense que la démocratie est incompatible avec l'État et est incompatible avec la généralité. Et d'ailleurs, une autre chose que je ne partage pas avec le mouvement 5 étoiles, c'est l'importance donnée au virtuel. Très utile et très nécessaire pour une démocratie réelle. Mais une démocratie réelle a besoin de retrouver la notion de communauté réelle, des sujets en chair et os. Et d'ailleurs, le mouvement 5 étoiles, il le fait un peu, les meet-ups, même si je ne l'ai pas fréquenté, et tu en parlais justement comme des choses complètes, je pense qu'ils vont dans ce sens, et c'est une bonne chose. Voilà, donc l'erreur pour moi est stratégique, parce que s'il avait bloqué ça, aujourd'hui, on serait dans la même situation, on aurait le même Parlement à dépasser, mais le parlementarisme serait plus fragile d'un autre côté. Grillo a des confusions plutôt. Moi je pense qu'il parle de démocratie directe, il ne se réfère pas assez précisément à l'expérience historique de démocratie directe, c'est-à-dire, pour moi, c'est des démocraties conciliaires, c'est le conseil, c'est pas la démocratie directe, entendu, c'est pas le référendum surtout, la démocratie directe n'a rien à faire. Le
référendum, pourquoi pas, mais c'est un truc marginal d'une vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est la gestion de la cité, élargie, après, jusqu'au planétaire, avec toutes les techniques. Et ça, c'est le vrai questionnement. Moi, dans mes livres, c'est de ça qui m'intéresse. Grillo, dans mon dernier livre, il n'est même pas cité. Le mouvement 5 étoiles, c'est d'être entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il avance déjà des propositions qui sont des changements de paradigme, mais il finit un peu, selon moi, pour hypnose qui revient, à fonctionner comme si le parlementarisme il peut être réformé. Donc, s'il y a une nouvelle manière. Moi, je ne le crois pas. Je crois vraiment que, comme je disais avant, que la démocratie elle-même a besoin de retrouver la connexion avec la communauté réelle. Donc, la complexe et terrible situation d'aliénation humaine que le capitalisme a fait. Moi, personnellement, je n'ai pas cité une seule fois le libéralisme, parce que le libéralisme, ce n'est qu'un moment important d'un processus global qui s'appelle le capitalisme, que c'est un mode de production qui domine la planète désormais sans partage. Et que c'est effectivement la cause profonde de tous les malheurs de l'humanité. Ce n'est pas un spontanéiste primaire. Voilà. Après, quand il parle, souvent, personnellement, il dit des choses que je ne partage pas ponctuellement. Mais l'esprit de fond, peut-être parce que c'est mon côté génois qui ressort, donc ça me plaît, son ironie et sa rage, je la sens assez saine. Ça ne me scandalise pas du tout que ce soit un tout petit peu vulgaire parfois. Ça rompt un peu avec le politiquement correct. Je pense qu'avec Grillo, il ne faut pas trop lui demander non plus. En plus, moi, je n'ai pas trop envie de déléguer à quelqu'un tous les questionnements. Moi, pour moi, la démocratie, c'est justement quand chacun compte un, comme dit notre ami Grillo aussi. Mais après, j'aime bien le vérifier parce que ça fait longtemps que, disons, dans des sociétés où il y a des égaux, il y a certains qui sont plus égaux que les autres.